Bonjour à toutes et à tous, dans les vidéos précédentes nous avons vu les éléments propres, nous avons vu les propriétés des sous-espaces propres, nous avons vu comment trouver des valeurs propres ou des vecteurs propres rapidement. Eh bien, cette vidéo va conclure ce chapitre en vous donnant à quelles conditions nous pouvons diagonaliser ou non un endomorphisme et une matrice et comment faire. Alors, j'ai évoqué plusieurs fois dans le cours, dans les exemples, une matrice diagonalisable ou un endomorphisme diagonalisable. Ici, on redéfinit ce que c'est clairement. Une endomorphisme diagonalisable, c'est qu'on va trouver une base B telle que la matrice de F dans cette base B soit diagonale. C'est ce qu'on a fait dans l'activité 1. Et une matrice diagonalisable, c'est si elle est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire si elle peut s'écrire P fois D fois P-1 avec P, une matrice inversible. On rappelle que d'après les cours précédents, si F est un endomorphisme et que A est une matrice de F dans une base, alors F est diagonalisable, c'est équivalent à A est diagonalisable puisque les deux sont liés, bien entendu. Alors on a déjà une technique pour montrer qu'une matrice est diagonalisable. La première technique, c'est de trouver les valeurs propres. Si on avait autant de valeurs propres distinctes que la dimension de l'espace ou bien la taille de la matrice, ici 3, eh bien la matrice est diagonalisable. Dans cet exemple, les valeurs propres se lisent sur la diagonale puisque c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc les valeurs propres sont moins 2 de 1, j'ai 3 valeurs propres. Donc il existe une matrice de passage telle que A égale P fois D fois P-1. Et la matrice diagonale, c'est la matrice où il y a les valeurs propres. Donc dans notre cas, moins 2, 2 et 1. Alors c'est pas toujours aussi simple de montrer que c'est diagonalisable. Ça, c'est dans le cas où on a autant de valeurs propres que la dimension de l'espace dans lequel on est. Mais on va s'intéresser, que se passe-t-il quand on n'a pas le même nombre de valeurs propres? Alors en fait, il faut trouver une base de E formée des vecteurs propres de F. C'est ça l'objectif. Or, pour trouver une telle base, il faut que les coefficients diagonaux, donc dans la matrice, soient les valeurs propres de F, et que la valeur propre apparaisse dim de E lambda F fois sur la diagonale. Rappelons-le, si on a F de E1 qui vaut un lambda 1 E1, F de E2 qui vaut un lambda 2 E2, et F de E3 qui vaut aussi un lambda 2 E3, et qu'on a E1, E2, E3 une base, alors du coup vous allez pouvoir écrire la matrice diagonale, ici la matrice de F dans cette base-là, sous la forme, donc on va avoir ici E1, E2, E3, et là on va avoir F de E1, mais F de E1, c'est lambda 1 fois E1, et puis il n'y a rien d'autre, donc ici on a des 0, puis là on va avoir 0, lambda 2, 0, et puis 0, 0, lambda 2. On a F de E2 et F de E3. Et donc vous voyez que les lambda qui sont les valeurs propres, apparaissent sur la diagonale, et ils sont associés à chaque vecteur propre. Donc si vous avez un seul vecteur propre associé à la valeur propre, c'est qu'en fait la dimension de E lambda 1 ici, c'est 1, et si vous avez deux vecteurs, alors la dimension de E lambda 2, ici ce sera 2. Ça ne peut pas être autre chose, puisque on sait que la dimension de E lambda 1, il est forcément plus petit que, il est plus grand que 1, et ici, la dimension de E lambda 2 est forcément plus grand que 2, puisqu'on a deux vecteurs qui forment une base, donc qui sont libres, donc on a forcément plus grand que 2. Dim de E lambda 1 est plus grand que 1, et la dimension de E lambda 2 est plus grand que 2. Mais la somme des dimensions doit être plus petite que 3. Donc pour que on ait une dimension plus grande que 1 et une dimension d'un espace plus grand que 2 qui soit plus petit que 3, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que la dimension de lambda 1, ça soit 1, et la dimension de lambda 2, ça soit 2, et donc c'est le nombre de fois où ils vont apparaître sur la diagonale. Donc voilà le lien, ce qui va amener au théorème suivant, à savoir c'est un critère de diagonalisabilité. Cette fois-ci c'est un critère nécessaire et suffisant, c'est-à-dire qu'il marche dans les deux sens. Alors
on a plusieurs points dans ce théorème que je vais expliquer. Évidemment, si vous voulez plus de détails, il va vous falloir regarder la vidéo qui permet de démontrer ce théorème. Mais en gros, si f est diagonalisable, alors c'est qu'il existe une base de E formée des vecteurs propres de f, ce qui va nous permettre de l'écrire sous forme diagonale. Du coup, on va avoir la matrice associée à cette base qui va être diagonale. Donc ces deux éléments sont équivalents. Si on a une base de E formée des vecteurs propres, ça veut dire que la somme de la dimension de tous les vecteurs propres, eh bien c'est pile n, puisqu'il nous faut autant d'éléments dans la base que la dimension de E, donc n. Ce qui veut dire aussi que la somme directe des E lambda f est égale à E. Ça, c'est quelque chose qui est plus technique. En pratique, il existe une base de E formée des vecteurs propres de f, c'est plutôt une conséquence qu'on va utiliser. Quand on sait que f est diagonalisable, on sait qu'on peut trouver une telle base. La 3, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour démontrer dans les cas faciles que f est diagonalisable. Vous cherchez les sous-espaces propres, vous faites la somme des dimensions, vous trouvez n, c'est diagonalisable. Vous trouvez pas n, c'est pas diagonalisable. Voilà. C'est assez simple et efficace. Mais il arrive, dans certains sujets un peu plus difficiles, qu'on montre que E est égal à la somme directe des E lambda f. Et dans ce cas-là, on a automatiquement que petit f est diagonalisable. Donc il faut quand même bien apprendre les 4 conditions, critères, puisque les 4 peuvent finalement être utiles, même si le plus important c'est bien sûr le numéro 3. Le numéro 4 va vous être utile dans des situations plus compliquées. On a exactement le même théorème, et vous voyez qu'on ne va pas le redémontrer avec les matrices, c'est exactement les mêmes, ce sont les mêmes notations qu'on a utilisées tout au long de ce chapitre, c'est pour ça que j'ai lié les deux. Donc il y a le même théorème. Alors, il y a plusieurs cas particuliers. Il y a le cas d'une unique valeur propre. Lorsque vous avez une unique valeur propre, eh bien f est diagonalisable, ça veut dire que f c'est forcément lambda fois l'identité, même chose avec a. Pourquoi ? Parce que si on a une seule valeur propre, ça veut dire que il y a plusieurs façons de le voir, mais la plus simple c'est sans doute que a est semblable à une matrice D qui va être de la forme lambda, 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 etc. avec que des lambda. Donc c'est-à-dire lambda fois in. Or, toutes les matrices semblables à lambda in, c'est lambda in. C'était une des propriétés du chapitre 2 à bien retenir. Pourquoi ? Parce que A égale P fois lambda in fois P moins 1. In est commutatif, donc on peut sortir lambda in, il reste P fois P moins 1, et P fois P moins 1, ça fait in. Donc A, c'est forcément lambda in. On aurait pu également utiliser le fait que A était diagonalisable. Donc, comme on a une seule valeur propre, ça veut dire que la dimension de ker de A moins lambda in, bah, c'est égal à la dimension, à la taille de A, puisque non seulement il est diagonalisable, donc la somme de toutes les dimensions de tous les sous-espaces propres doit être égale à n, mais ici, il n'y a qu'un seul sous-espace propre. Donc, il vaut forcément n. D'après le théorème du rang, ça veut dire que le rang de A moins lambda in, c'est 0. Mais qu'est-ce que ça signifie que le rang d'une matrice ici soit 0 ? Ça veut dire que A moins lambda in, en fait, c'est la matrice nulle. Pareil avec les endomorphismes. Hein. Le rang d'un endomorphisme qui est nul, ça veut dire que la dimension de son image, c'est 0. Donc, en fait, il n'y a pas d'image. Donc, F, c'est l'endomorphisme nul. Ça fait partie des trucs où on va assez vite, souvent, et on oublie, en fait, ces choses assez simples, puisque pour un mathématicien chevronné, ce sont des propriétés assez simples, mais parfois, c'est un petit peu technique. Donc voilà, plusieurs façons de s'apercevoir qu'on a ça. Néanmoins, il faut que vous l'ayez en tête. Pourquoi ? Alors, pas que ça sera très très utile, parce que c'est vrai que quand on a une seule valeur propre, f c'est lambda fois identité, mais dans ce cas, pourquoi le sujet ne nous dirait pas, voici f égale lambda fois l'identité, a c'est bien diagonalisable, enfin ça n'a aucun intérêt d'étudier lambda fois identité. Mais en fait, cette propriété, elle est très utile pour faire des raisonnements par l'absurde, puisque si vous avez une matrice A, alors celle qu'on utilise un peu tout le temps, voici, hop, une matrice triangulaire, mais avec des 1,
eh bien cette matrice, elle a qu'une seule valeur propre, qui est 1. On peut le lire sur la diagonale. Donc le spectre de A, c'est juste 1. Imaginons que A est diagonalisable. Si c'était le cas, eh bien comme il n'y a qu'une seule valeur propre, A ce serait égal à l'identité. Est-ce que A c'est l'identité? Non. Donc A n'est pas diagonalisable. Et donc ça permet, avec ce raisonnement par absurde, de montrer très rapidement que des matrices ne sont pas diagonalisables ou des endomorphismes. Il y a également, et là aussi ça peut nous aider à trouver la valeur propre montrante ou à faire des raisonnements par l'absurde, l'utilisation de la trace. Puisque si A est diagonalisable, on sait que A est semblable à une matrice D, avec la matrice D qui va être lambda 1, lambda 1, autant de fois que la dimension, donc M une fois, et puis lambda 2, etc. Et puis lambda 3 jusqu'à lambda n. Et donc on a cette matrice diagonale. Mais on sait que la trace de A, c'est la même que la trace de D. Et donc, la trace de A, c'est la somme des valeurs propres, comptées autant de fois que la dimension du sous-espace propre. Attention, ça c'est quand même important. Si par exemple vous avez une valeur propre 1 et une autre valeur propre 2, et que cette valeur propre 2, en fait, elle est 2 fois, puisque la dimension du sous-espace propre associé à 2 est de dimension 2, eh bien, la trace de A, vous devez bien trouver 2 plus 2 plus 1. 5. Voilà. Cette propriété, elle est très très utile en pratique, mais il faut ruser pour l'utiliser. Puisque si A est diagonalisable, alors on sait que la trace de A, c'est la somme des valeurs propres, mais on a déjà montré que, si on a déjà montré que A était diagonalisable, ça n'a pas trop d'intérêt. On a déjà trouvé les valeurs propres, on a déjà trouvé les sous-espaces propres pour montrer que la somme des dimensions marchait bien, etc. Donc, ça n'a pas trop d'utilité. Ça va avoir une utilité dans deux cas. Alors, le premier exemple, c'est cette matrice, par exemple, D. On cherche les valeurs propres. Alors, il y a une valeur propre qui paraît assez évidente, c'est la valeur propre 1. Donc, on regarde D moins identité. Et on s'aperçoit que D moins identité, ça va être la matrice 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On remarque deux choses. La première, c'est qu'on a une colonne de 0, et la deuxième, les colonnes 2 et 3 sont les mêmes. Donc le rang de D moins I3, eh bien c'est 1. Du coup, la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 1, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc on a trouvé une valeur propre dont la dimension du sous-espace propre est égale à 2. C'est-à-dire qu'au mieux, il va rester une valeur propre à trouver, puisqu'on ne peut pas dépasser 3. Et on n'a pas forcément l'idée de cette dernière valeur propre. Eh bien, on peut imaginer que la matrice soit diagonalisable, mais alors il ne faut pas le dire, on va le faire au brouillon, et on va calculer la trace. La trace de D, c'est 5. Si D est diagonalisable, c'est vrai que c'est D parce que c'est la question D d'un exercice, mais c'est pas très pratique avec cette histoire de diagonalisabilité. La matrice D tilde va être de la forme 1. Le 1 va être 2 fois sur la diagonale, puisqu'il apparaît 2 fois, et lambda à la fin. Et donc, la trace de D, c'est 5, c'est aussi égal à 2 plus lambda. Donc finalement, s'il y a une dernière valeur propre, lambda vaut forcément 5 moins 2, 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à observer D moins 3i3 et de vérifier qu'effectivement, c'est bien une valeur propre. On va avoir moins 2, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, pardon, 1, 0, 1, moins 1. On voit que la colonne 2 et 3 sont effectivement les mêmes, donc le rang, ici, c'est bien 2. Et donc 3 est bien une valeur propre, la dernière qui nous manquait. Donc en gros, la trace peut nous permettre de trouver la dernière des valeurs propres si on a trouvé toutes les valeurs propres sauf une, en gros. Alors ça ne va pas nous être utile si par exemple on avait d'abord trouvé le 3, et du coup il nous aurait manqué deux valeurs propres. Alors on ne sait pas si les deux valeurs propres sont différentes ou si ce sont les mêmes, comme dans le cas ici. Donc c'est pas une méthode qui va être efficace à tous les coups, bien entendu, mais c'est une méthode qui peut s'avérer très utile parce que souvent, en pratique, on va trouver une valeur propre évidente, voire deux,
Et on va avoir un peu plus de mal à trouver la troisième, et la trace peut nous permettre de la trouver très rapidement. Le deuxième type que l'on peut avoir avec la trace, c'est quand on trouve deux valeurs propres. Par exemple ici, on a -1 et 2 qui sont des valeurs propres, on peut déterminer les sous-espaces propres. Et on va voir que le sous-espace propre associé à -1, eh bien c'est 1, de dimension 1. Associé à 2, c'est de dimension 1. Donc on se dit, là il y a deux possibilités. Soit A n'est pas diagonalisable, puisque on n'a que deux valeurs propres et la somme de des sous-espaces propres ne fait pas 3. Soit A est diagonalisable et donc il nous manque une dernière valeur propre. Mais la dernière valeur propre, on ne la trouve pas facilement. Et donc, on peut regarder, supposons que A est diagonalisable. A serait semblable à une matrice D de la forme -1, 2 et un dernier lambda. Et la trace de D devrait être égale à la trace de A. Or, la trace de D, c'est 2 plus -1 plus lambda, donc 1 plus lambda, qui est égal à la trace de A, 0. Donc lambda devrait être égal à -1. Mais le problème, c'est que -1, c'était déjà une valeur propre. Donc si je mets -1 ici, ça veut dire que -1, le sous-espace propre associé à -1 serait de dimension 2. Et on a montré dans l'exercice, dans la question 1, que c'est dimension 1. Donc il y a une absurdité, et donc ce n'est pas diagonalisable. Donc l'utilisation de la trace, soit ça nous permet de trouver la dernière valeur propre quand il nous manque juste une valeur propre à trouver, soit ça nous permet de trouver une contradiction pour dire que notre matrice n'est pas diagonalisable. Enfin, et ça ce ne sera pas démontré puisque c'est un petit peu compliqué à démontrer et ça utilise des théorèmes qui seront dans les prochains cours, mais c'est quelque chose de tellement important qui arrive tellement souvent au sujet que je préfère vous mettre le théorème tout de suite. Toute matrice symétrique est diagonalisable. Voilà. Donc, vous avez une question, que pensez-vous de la diagonalisation de A? Si la matrice est symétrique, c'est diagonalisable, point, vous n'avez pas à trouver les valeurs propres, les sous-espaces propres, etc. C'est d'ailleurs pas toujours demandé quand vous avez une matrice symétrique. Ça va être extrêmement important, c'est à partir de ceci qu'est basé énormément de théories mathématiques, des théories qu'on va notamment voir dans les prochains chapitres. Voilà, j'espère que ce point sur la diagonalisation est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.